On va commencer une révision sur la physiologie des glandes endocrines. Le premier cours était principes généraux de la physiologie des glandes endocrines. On a défini ce que c'est une hormone. On a dit que l'hormone, c'est quoi? C'est un médiateur chimique produit en quantité petite par un type particulier de cellules et véhiculé dans le sang à des concentrations suffisantes pour agir d'une façon spécifique, ou bien une action générale, donc à distance, sur d'autres tissus. L'origine, il n'y a pas que les glandes, il y a même des cellules spécialisées. Il y a le tissu diffus, au niveau de l'appareil digestif par exemple, l'intestin, et la conversion. D'une hormone en une autre, ou bien d'une protéine en une autre. Il y a 4 grandes fonctions des hormones. Donc il y a la régulation des constantes de l'organisme, l'homéostasie. Il y a l'énergie nécessaire au corps, aux cellules, aux tissus, et la croissance et la reproduction. Voilà les 4 grandes fonctions des hormones. Par quel mode vont agir ces hormones? Soit donc une hormone va donner une seule action, ou bien une hormone va donner plusieurs actions, ou bien plusieurs actions vont s'unir pour donner donc une seule action. Les classes, on a 2 classes essentielles, c'est l'hydro et les lipo. Les hydrosolubles, il faut au moins faire donc un petit tableau pour faire la différence entre les hormones hydrosolubles et les hormones liposolubles. Le stockage dans des granules cytosoliques, sécrétion, exocytose, diffusion, récepteurs membranaires, cytoplasmiques ou nucléaires. Groupe, donc on a les peptidiques, on a les monoamines et les glucoprotéiques. Peptidiques, la TRH, prolactine, hormone hypophysaire, pancréas, parathyroïde. Et les monoamines, noradrénaline, adrénaline, mélatonine, glycopeptides, TSH, FSH, LH. Et on a aussi l'HCG. Stéroïdes, on a les surrénaliens, stéroïdes placentaires, la vitamine D, les hormones thyroïdiennes. Le transport, donc, les hormones hydrosolubles sont toutes libres, dissoutes dans le plasma, sauf, bien sûr, la GH. Alors que les liposolubles sont toutes transportées. Bien sûr, donc, il y en a une fraction libre, c'est la forme active. Le mode d'action, c'est un mode qui est rapide pour les hydrosolubles et qui est lent pour les liposolubles. Rapide par le biais donc soit directement des canaux ou bien des enzymes tyrosine kinase, guanylate cyclase, tyrosine kinase pour l'insuline et le GGF et guanylate cyclase pour l'AMP ou bien le FAN. Indirectement par un récepteur couplé aux protéines G effecteur. Et l'effecteur peut être l'adénylate cyclase ou la phospholipase C. L'effecteur peut être l'adénylate cyclase ou bien un canal, ou bien la phospholipase C par le biais de l'EP3 et du DAC, diacylglycérol. Pour les lipos, donc on a une hormone qui va se lier donc à un récepteur cytosolique, et le complexe hormone-récepteur va se lier donc à l'ADN. Il y aura donc une transcription de gènes et synthèse protéique. La régulation, donc on a la régulation, tout ça c'est des généralités. Régulation de l'action et des sécrétions. De l'action, donc on a une régulation homologue, donc c'est l'hormone elle-même, hétérologue, c'est une autre hormone, l'intervention d'une autre hormone. Homologue, donc c'est la dérégulation et après-régulation. La dérégulation diminuer les récepteurs et après-régulation augmenter les récepteurs lors d'une exposition faible ou en faible quantité d'hormones. Hétérologue, lorsqu'il y a l'intervention d'autres hormones. Permissivité, donc il faut pour qu'une hormone B, donc l'effet B soit maximal. La synergie, donc c'est la complémentarité de plusieurs hormones. L'antagonisme, c'est le contre l'effet d'une hormone. Soit donc le récepteur ou bien l'action. De sécrétion, la régulation de la sécrétion, donc c'est l'intervention du système nerveux. Le système nerveux, donc on a le rythme biologique, l'horloge biologique et l'environnement instable. Instable, donc, l'exemple du stress. Et on a le feedback
le feedback négatif et positif, hormonal, métabolique et ion. Il n'y a pas que l'hormonal, donc il y a aussi le métabolique et il y a aussi l'intervention des ions. Les axes qu'on a vus, on a les axes qui sont sous l'anti-hypophyse, sous l'hypophyse antérieure, thyriotrope, corticotrope, gonadotrope, somatotrope. Il y a ceux qui ne dépendent pas de l'anti-hypophyse, du pancréas, parathyroïde, de la médullaire cérébrale. Et on a la post-hypophyse qui stocke et sécrète l'ADH et l'ocytocine. Ça, c'est le premier cours. Le deuxième cours était l'hypothalamus et l'hypophyse. Le lien entre les deux, on a le faisceau tuburo-hypophysaire et le système porte-hypothalamo-hypophysaire. Au niveau de l'hypothalamus, il y a des magnos et des parvos. Des magnos, c'est des gros noyaux. On a les noyaux paraventriculaires et le noyau supraoptique. Synthétise l'ADH et l'ocytocine, des nonapeptides sécrétés dans le faisceau tuburo-hypophysaire pour arriver jusqu'à l'hypophyse, la post-hypophyse, où elles seront stockées. Et les parvos, donc c'est le noyau arqué, les préoptiques, donc qui servent à sécréter, synthétiser et sécréter les relésines ou bien les stimulines, relésines hormones, GHRH, CRH, TRH, GNRH. Et bien sûr, les inhibines, les somatostatines et le PIF. Le PIF, c'est la prolactine inhibitor factor. Pour l'ADH et l'ocytocine, sont des nonapeptides, 9 acides aminés. Pour l'ADS, c'est l'AMP cyclique, second messager, réabsorption de l'eau, vasoconstriction. Elle a un effet vasoconstricteur par le biais d'un autre récepteur. Ce n'est pas le même que pour la réabsorption de l'eau. Le stress aussi intervient dans le stress. Elle est stimulée par l'hyperosmolarité, par l'angiotensine 2, par l'hypovolémie, et il y a des inhibiteurs, l'hypoosmolarité et l'ANP, le facteur natriurétique, inhibe l'ADH, l'action ou la sécrétion. L'ocytocine, ce nonapeptide, second messager, c'est la phosphorylipase C. Plutôt l'effecteur, c'est le phospholipase C. Contraction, rétraction, éjection du lait, donc les fonctions. Et elle est utilisée en thérapeutique, elle déclenche le travail. Les stimulines de la sécrétion de l'ocytocine, c'est bien la distension du col, du vagin et la tétée. L'axe somatotrope, GH, thyriotrope, TRH, corticotrope, ACTH, gonadotrope, FSH, LH. Gonadotrope, c'est FSH, LH. Lactotrope, c'est la prolactine. La régulation courte. Il y a une régulation courte, il y a une régulation ultra courte, c'est par voie autocrite, ou longue, négative ou positive. Donc la régulation peut être négative ou positive. Comprendre les exploratants. Donc l'intérêt de donner les explorations, c'est bien de comprendre la physiologie et aussi de se préparer donc à la période clinique. Exemple, lorsqu'il y a une insuffisance, on parle d'insuffisance primaire lorsque la glande périphérique, donc elle est insuffisante, elle sécrète insuffisamment d'hormones. Secondaire, c'est bien l'hypophyse, et tertiaire, lorsque l'hypothalamus est atteint. L'AGH, c'est un polypeptide. Donc il est surtout lié donc à la GHBP, mais elle est libre. La sécrétion, elle est pulsatile, elle varie avec l'âge. Il n'y a pas que l'âge, il y a le mode de vie aussi et l'activité physique. Elle est régulée. Régulation majeure par la GHRH, la somatostatine. Et il y a d'autres intervenants qui sont dans la somatostatine, à la gréline, la TSH. Il y a aussi le rétrocontrôle par les EGFA. C'est un contrôle majeur. Facteurs stimulants, il y a des facteurs intervenants stimulant la sécrétion de GH. On a l'hypoglycémie, l'hypoacide gras libre, donc la diminution des acides gras libres, les acides aminés, le jeûne, la famine. Il y a aussi les œstrogènes, testostérone, l'exercice physique, le stress, le sommeil stade 3 et stade 4, les agonistes alpha-adrénergie. Tout ça, donc, c'est des stimuli de la sécrétion de GH. Il y a des facteurs inhibiteurs, l'hyperglycémie, l'hyperacide gras libre, l'obésité, l'obésité somatostatine, les GF, GH en elle-même,
et la bêta-adrénergique. GH par le biais de autocrine, par la voie autocrine. Le récepteur, c'est un récepteur à tyrosine kinase Janus kinase. Effecteur, l'effecteur, c'est les stats et la phospholipase C. Et les ERS. ERS, c'est sur le récepteur sensitif. Les effets, production d'EGF1, production d'EGF, anabolisme, croissance osseuse et tissulaire et métabolique autre. Donc d'autres effets métaboliques. L'exploration, c'est les EGF, c'est les EGF. Le dosage de la GS, donc il est moins onéreux. Et les tests de stimulation et tests d'inhibition. Pour la thyroïde synthétise et sécrète les hormones thyroïdiennes à partir de l'iode et à partir de la thyroglobuline. L'iode donc venant d'une voie endogène, c'est la désiodation, et l'exogène c'est l'alimentation. L'exogène c'est l'alimentation. Donc les 4 étapes de la synthèse d'une hormone thyroïdienne, la captation, l'oxydation, l'organification et le couplage. Les hormones thyroïdiennes dérivent des monoamines. La fraction libre, c'est la T3 et la T4. C'est la T3 donc qui est active, qui va rentrer dans la cellule. Et elle va avoir donc plusieurs actions. Une action génomique et une action membranaire, donc facilitation, potentialisation de la membrane, et mitochondrielle, donc la chaleur calorigénique. La régulation de l'action donc de la glande thyroïde, elle est régulée par l'axe TSH, TRH, TSH, donc le second messager c'est de l'AMP cyclique. Donc la TSH, le rôle, c'est qu'elle chapeaute les étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes. En plus, le maintien du phénotype de la cellule thyroïdienne. Le phénotype c'est quoi? C'est l'existence de la pompe sodium-iode et la TPO donc qui est spécifique à la cellule thyroïdienne, et même la vascularisation. Donc il y a un effet aussi trophique. Voilà donc les différents rôles de la TSH. Et l'iode. Donc il y en a l'axe et l'iode. La TSH donc sous l'effet de la TRH, mais aussi sous l'effet du feedback négatif. Et il y a aussi la GH somatotrope et corticotrope. La dopamine sont en un effet négatif aussi. Et le rythme, la rythmicité. L'iode par l'effet Wolff-Chaïkov, c'est quoi? C'est le blocage en cas d'excès d'iode. Et sensibilité plus. Si carence, s'il y en a une carence, donc il y aura une sensibilité plus de la cellule thyroïdienne au TSH. Lors d'une carence, déficit en iode, les hormones thyroïdiennes diminuent et les TSH augmentent, donc on aura un goitre. On aura une tuméfaction de la glande thyroïde. Et l'excès, les hormones thyroïdiennes diminuent aussi par l'effet Wolff-Chaïkov. Et on a aussi des aliments qui sont riches en iode, les choux-fleurs, etc. Les aliments verts. Les effets, donc on a des effets osseux, maturation plus marquée lorsqu'il y a une perturbation, surtout donc l'hyper ou hypothyroïdie. Osseuse, maturation nerveuse, les premiers mois, maturation aussi pour cela, donc on a un crétinisme lorsqu'il y a un déficit en congénital, dans les premiers mois de la vie. Calorigénique, hyperglycémiante, hypocholestérolémiante, les hormones thyroïdiennes sont hypocholestérolémiantes, anabolisant, catabolisant et anabolisant, et catabolisant c'est excès, anabolisant à l'état physiologique, mais catabolisant c'est hyperthyroïdie, diurétique aussi, déminéralisation, chronotrope et ionotrope positif, donc action sur le cœur, favorise le transit, hématopoèse aussi, donc intervient dans l'hématopoèse et dans les contractions. L'exploration, donc une exploration statique et dynamique. Statique, c'est le dosage de la TSH ultrasensible et les hormones thyroïdiennes. Et on a aussi les anticorps antirécepteurs de la TSH et anti-TPO. Et aussi, on peut doser de l'iode et test au TRH. Test au TRH, c'est le test
dynamique utilisée pour faire différencier une atteinte hypothalamique d'une atteinte hypophysaire. Pour les surrénales, donc on a la glomérulée qui sert donc à synthétiser et sécréter les minéraux. L'aldostérone, donc le principal c'est l'aldostérone. La fasciculée donc qui sert à synthétiser et sécréter le cortisol, les cortisol, le principal c'est du cortisol. Et la réticulée, les androgènes, c'est des hormones stéroïdes, dérivant du cholestérol. Et on a aussi la médulaire. Ça, c'est le cortex surrénalien, la médulaire. La médulaire, sous l'effet d'une stimulation nerveuse planchnique acétylcholine, va libérer de la noradrénaline. La noradrénaline, par le PNT, donc va se transformer en adrénaline. Et le PNMT, sous l'effet du cortisol, est dégradé par le COMT. Donc, à la fin de l'action, l'adrénaline donc, est dégradée par le COMT MAO, donc, et libération urinaire. Monoamine, sécrétion basale donc, est stimulée. La sécrétion, donc il y a une sécrétion basale, il y a une sécrétion stimulée donc, par l'effet lors de la phase aiguë du stress, la phase d'alerte. La phase d'alerte, donc il y aura une sécrétion excessive d'adrénaline. L'aldostérone donc va augmenter donc les transporteurs, les contre-transporteurs sodium-potassium, hypernat, donc réabsorption de sodium et fuite de potassium. La régulation, c'est l'hyperkaliémie. L'hyperkaliémie par le biais de la dépolarisation membranaire, l'entrée du calcium donc, et les vésicules d'aldostérone l'aldostérone va être libéré. L'hyponatrémie aussi par le système rénine-angiotensine-aldostérone, l'hypovolémie et l'ANP. Il y a aussi le rythme et la CTH, la rythmicité et la CTH. Pour la rétention de sodium, donc, il y a moins d'œdème. Pourquoi il y a moins d'œdème? Parce qu'il y en a ce phénomène d'échappe. Donc, à parler les seins. Exploration, l'aldostérone. Donc, on va doser l'aldostérone, mais il n'y a pas que l'aldostérone, il y a aussi l'activité rénine plasmatique. Donc, les deux, normalement, doivent être dosés en même temps. Et les dosages dynamiques, on a l'orthostatisme, le furosémide et la charge sodée. Pour le cortisol, c'est une hormone hyperglycémiante, néoglucogénèse, protéolytique, lipolytique, rétention sodée, déminéralisation, anti-inflammatoire, anti-immunitaire, hématologique, vasoconstriction, hypertension artérielle, ulcère. C'est pour cela qu'il ne faut pas donner donc des anti-inflammatoires aux sujets présentant des ulcères. Inhibe la sécrétion d'autres hormones. Et en plus, elle régule l'axe, donc par le biais du feedback négatif. Et on a aussi donc l'intervention au cours du stress chronique. Exploration test-osylactène, donc il n'y a pas que le test osylactène, donc on a le dosage du cortisol libre et le test osylactène qui est test de stimulation et de la dexaméthasone qui est un test de déinhibition. On a le Cushing lors d'une hypersécrétion de cortisol et on a lors d'une hypersécrétion d'aldostérone, c'est le syndrome de Cohn, alors que la descente c'est une insuffisance surrénalienne. Les androgènes, donc, rôle négligeable chez l'adulte, mais un rôle prépondérant chez les enfants et les femmes. Chez les enfants et les femmes, pourquoi? Tout simplement, ces androgènes vont être convertis donc en testostérone, lorsqu'il y a un excès, donc un défaut enzymatique par exemple, ou une tumeur, il y aura une maturation sexuelle précoce et une pilosité chez la femelle. Pilosité donc chez la femelle comme chez le mâle. C'est ça c'est l'effet virilisant. Régulation, elle est régulée par quoi? Par la CTH, rythme circadien. Et l'exploration, on a des tests statiques DHEA, dihydrohyperandrosténidione, et sulfate d'hydroandré. Et la désacétostéroïde et le test d'hexaméthasone qui est test d'inhibition. Pour le pancréas endocrine, c'est l'insuline. Donc on a l'insuline, le glucagon, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel de cette partie. L'insuline, c'est un polypeptide hypoglycémiante, c'est la seule hormone hypoglycémiante dans le corps, en plus de TGF.
hypoglycémiante, deux chaînes sécrétion, donc cellule bêta, équimoléculaire, donc c'est une sécrétion qui est équimoléculaire donc avec le peptide C. Il y a un passage hépatique, un passage qui est un filtre. Donc l'insuline va diminuer alors que le peptide C donc reste normalement. Donc il y a peu de peptide C qui va être capté par le foie. Il y a une sécrétion basale, une sécrétion pulsatile. Une sécrétion basale continue et une sécrétion pulsatile stimulée, donc précoce et tardive. Et l'élimination, donc elle est rénale, donc après effet. La régulation, donc on a quels sont les stimulants de la sécrétion d'insuline, c'est l'hyperglycémie. On a aussi les acides aminés, les sulfamides stimulent la sécrétion par le biais des canaux potassiques ATP dépendantes et du calcium. Le glucagon aussi stimule, cortisol. La GH, progestérone, l'hormone lactogène placentaire, les hormones thyroïdiennes, les incrétines, la GLP1. Et les bêta-adrénergiques et l'acétylcholine, tout ça donc stimule la sécrétion d'insuline. Même il y en a ceux qui ont des effets inverses que l'insuline. Et on a trouvé que lors de la stimulation par ces différentes là, on a vu qu'il y a une augmentation de la sécrétion d'insuline. Et la somatostatine et les alpha-adrénergiques donc ont un effet négatif, inhibiteur. L'exercice physique améliore la sensibilité à l'insuline. C'est pour cela qu'on conseille aux diabétiques de type 2 de faire du sport, de faire d'une activité physique, et non pas du sport, d'une activité physique selon le sujet, adéquat au sujet, selon l'état de santé du sujet. Le récepteur, donc il y a 2 alpha, 2 bêta, tyrosine kinase, le mode phosphorylation de récepteurs intracellulaires et phosphorylation d'autres enzymes à l'intérieur de la cellule. Donc on va avoir donc un effet rapide hypoglycémiant, l'entrée du potassium, des acides aminés, du phosphate, et un effet intermédiaire phosphorylation d'enzymes, et un effet lent par la synthèse protéique. Donc voilà donc les différents effets de l'insuline. Sur le foie, donc, va entraîner la glycogénogénèse, le stockage du glycogène, le stockage du glucose, l'hypogénèse, anabolisme protéique. Donc l'insuline donc, aide à la synthèse protéique au niveau du foie. Et un effet négatif sur la néoglucogénèse. Pour le muscle postprandial, donc l'entrée du glucose et entraîne donc la glucogénèse aussi, et la glycolyse, le stockage au niveau du muscle, du glucose, et aussi l'utilisation du glucose dans l'intérieur du cycle, de la glycolyse. Protéolyse et lipolyse au niveau du muscle, et oxydation des lipides. Elles seront diminuées. La protéolyse et la lipolyse, l'oxydation, donc elles seront diminuées par le biais de l'insuline. Pour le tissu adipeux, donc, entraîne une augmentation de la lipogénèse à partir du glycérol, à partir du glucose. Il y a autres effets, donc la croissance et l'activité active la pompe sodium-potassium. Pour le glucagon, c'est un polypeptide, hyperglycémiant d'urgence, sécrétion, une seule chaîne. C'est une seule chaîne, donc, alors que l'insuline, il y a 2 chaînes, alpha et bêta. La régulation, l'hypoglycémie, les acides aminés, donc, seuls, les acides gras libres, l'acétylcholine, bêta-adrénergique, cortisol, CCK, sécrétine, le jeûne, l'exercice, l'exercice, le stress, donc, tout ça stimule la sécrétion du glucagon, alors que la somatostatine, l'alpha-adrénergique et l'insuline. L'insuline, même le glucagon, donc, par un effet endocrine, donc, et les GLP, le glucagon-like peptide, ont un effet, donc, négatif. Récepteur protéine G AMP cyclique PKA, récepteur G, protéine C, on va s'arrêter ici quelques moments.